Dans les moments de bonheur, on a une plus grande capacité à penser, à ressentir et à passer à l'action. Ça nous permet d'engranger de nouvelles ressources, que ce soit sur le plan des connaissances, des relations sociales ou des façons de fonctionner. Autant de choses qui, à long terme, nous rendent plus heureux, mais augmentent en plus nos chances de vivre longtemps et de rester en bonne santé. On vit beaucoup plus longtemps que dans le passé, on a réglé quantité de problèmes de santé grâce au progrès de la médecine, etc. Eh bien, en fait, paradoxalement, ce sont dans ces pays occidentaux que les gens se déclarent le plus malheureux. Il y a des injonctions sociales à se soigner, à être bien portant. Et consciemment ou non, on a tendance à considérer que pour fonctionner dans cette société, il faut être en bonne santé. La santé n'est pas tout, mais sans la santé, il n'y a rien du tout. C'est en substance ce qu'a dit Schopenhauer. Tout le monde comprend d'instinct qu'il y a un lien entre le bonheur et la santé. Et dans cet épisode, on va justement explorer cette interaction. Est-ce que le fait d'être bien portant rend heureux, ou à l'inverse, est-ce le bonheur qui procure la santé ? Je vais rencontrer deux personnes qui ont un rapport très différent à la santé. Andreas Breitfeld est biohacker. Dans son laboratoire, il mesure chaque mouvement de son corps et exploite les avancées de la science pour se maintenir en bonne santé. Tout dans sa vie est conditionné à cette priorité. Hélène Allienne a une toute autre approche. Pour elle, le meilleur remède à tout, c'est 36 heures de fête ininterrompue au Berghain. Depuis plus de 20 ans, cette DJ renommée vit une nuit blanche permanente. Le milieu de la techno allemande ne serait pas le même sans elle. En temps normal, elle est en tournée à travers le monde et change de club toutes les semaines. Je la retrouve dans sa chambre d'hôtel, juste après un set. Salut. Salut. T'as l'air toute fraîche. Ouais, on va dire que ça va. Confortable, ta tenue. C'est ton costume de scène? Pas vraiment. Je me remets au lit, d'accord? J'ai pas trop bien dormi. Tu es cuite après un set? J'ai le boum boum qui résonne encore dans mes oreilles. Tu fais combien de scènes par an à peu près? 100, 110. Sérieux? C'est dingue. La fête, les excès, l'extase, c'est sain? Absolument. Je pense que l'être humain est fait pour être en mouvement. On se laisse aller dans la musique, les yeux fermés, on ne ressent rien d'autre, on ne s'inquiète plus de son apparence. Et c'est là qu'on atteint l'extase. Dans ces moments-là, soit on se sent pleinement heureux, ou alors, si on a des problèmes, tout ressort et on se met à pleurer. C'est cathartique, comme une purification. On lâche prise. Voilà, on laisse tout sortir. Imaginons que Berlin est notre club. Ce serait cool, non? On domine tout. On a une belle vue d'ici. Ouais. Allez, on se déhanche. Levez les mains et on danse. Dansez les marionnettes. On a du pouvoir quand on est aux platines. On mène la danse. Ouais, trop cool les basses. Les émotions positives stimulent le nerf vague. C'est le nerf qui va du cerveau au cœur et qui met ces deux organes en communication.
Quand on est heureux, on libère une impulsion qui ralentit nos battements de cœur d'un millième de seconde. C'est très bénéfique pour l'appareil cardiovasculaire. Il existe une multitude de phénomènes dans ce genre. On sait qu'un court instant de bonheur modifie nos réactions sur les plans hormonal et neuronal. Et tout cela a des effets bienfaisants sur la santé. Qu'est-ce que tu as fait de plus néfaste pour ta santé? Moi, c'est la cigarette et je n'ai toujours pas réussi à arrêter. Est-ce que tu as des habitudes délétères dans ce genre, mais qui sont trop agréables pour en changer? Peut-être le fait de ne pas dormir quand je mixe. Mais c'est compensé par le bonheur que je ressens quand je joue ou quand je choisis les morceaux que je vais passer. En fait, c'est quoi être en bonne santé? Je dirais que c'est l'absence de douleur. Mais est-ce qu'on est bien portant quand on ne souffre pas? Mais toutes les femmes ont mal quand elles ont leurs règles. C'est vrai. On peut se tordre de douleur pendant une semaine, parfois même 10 jours. La souffrance, ça fait partie des moyens de se connaître soi-même. D'après le rapport mondial sur le bonheur, on est en bonne santé quand on se sent bien dans son corps, dans sa tête et dans son environnement social. Donc, ça va plus loin que la simple absence de maladie ou de douleur. Mais cette définition de la santé ne peut pas être mise en application par les médecins, les caisses de maladie et les juristes. Ils ont donc mis en place d'autres critères, en partant non pas de la santé, mais de la maladie. Une personne est dite malade quand son état physique ou psychique se dégrade et quand cette détérioration l'empêche de fonctionner normalement, dans sa vie quotidienne ou professionnelle. Je n'arriverai pas à tenir ce rythme jour-nuit inversé. La vie que je mène en tant qu'artiste m'apporte beaucoup de bonheur. Si ça ne m'amusait pas, je ne pourrais pas le faire. Il faut être heureux pour être en bonne santé? Moi, en tout cas, j'ai besoin d'une autre personne pour être heureuse. Le meilleur moment pour moi, et c'est pour ça que je voulais rester allongée, c'est quand je retrouve mon ami le soir, au lit, et qu'on bavarde. Ouais, c'est le top. On est là, c'est le grand bonheur. On s'endort ensemble, enlacés, tout près l'un de l'autre. C'est tellement bien. Parfois, on se dit « Viens là, plus près de moi », et on se serre très fort. Ça donne un sentiment de sécurité, ce contact corporel. Le contact, le lien, c'est le bonheur. Cette appartenance réciproque, c'est ce que le moine bouddhiste Thich Nhat Hanh a appelé l'inter-être. Ce n'est pas un secret. On sait bien qu'en grande partie, c'est notre rapport aux autres qui nous apporte la satisfaction, la sérénité et le bonheur au quotidien. On a un peu tendance à l'oublier à cause de l'approche purement médicale. Est-ce que vous fumez? Votre alimentation est-elle trop riche en cholestérol? Vous faites de l'exercice? Ce sont des choses importantes, bien sûr. Mais quand on va chez le médecin, toutes les questions qui relèvent des liens sociaux sont évitées. Super idée. Imaginez, je vais chez le médecin et au lieu de me prescrire un médicament, il me demande « Qu'en est-il de vos relations sociales? Vous avez pris quelqu'un dans vos bras aujourd'hui ?» On sait que les interactions humaines sont un indicateur très important dans le domaine de la santé. Le fait d'être intégré dans la société, de bénéficier du soutien de son entourage, est un facteur d'allongement de l'espérance de vie à moyen terme, tout aussi important que la réduction du tabagisme. Et il est sans doute même plus décisif que l'obésité ou que la propension aux problèmes cardiovasculaires. Donc parmi tous les conseils que vos parents, l'État ou les autorités sanitaires vous donnent, il devrait y avoir le fait d'éviter dans la mesure du possible d'être isolé socialement. Voici donc une première recette santé étonnante, le lien social. Pour être bien portant, être moins seul est aussi important que d'arrêter de fumer. Pour la recette numéro 2, je vais retrouver le biohacker Andreas Breitfeld près d'un lac, en Bavière.
Il fait sombre, humide et froid. Bonjour, enchanté de te connaître. Tu fais souvent ça? Je prends un bain froid au moins 4 à 5 fois par semaine. Qu'est-ce que ça t'apporte? Plein de choses. Pour faire simple, ça donne d'abord un bon coup de dopamine. Ça fait beaucoup de bien. Avec un peu de froid et de lumière tôt le matin, ton baromètre de l'humeur remonte très vite, que tu le veuilles ou non. 10 ou 15 secondes, ça suffit pas. Mais à partir de 30 secondes... Il faut rester longtemps. Oui, une trentaine de secondes. Mais il faut que le soleil brille plus fort. Oui, on aimerait qu'il brille plus aujourd'hui. C'est un joli lac. Ouais, Vu de l'extérieur. c'est ça. On y va direct, c'est ça? J'attends que tu sois déshabillé. Oh, ça y est, c'est parti. La vache. J'y vais en premier. C'est l'été. Merde! Mais comment tu fais pour rester impassible? C'est plus facile comme ça. Le froid extrême peut améliorer la capacité de récupération du corps. Par exemple, chez les athlètes, quand on prend un bain glacé après un effort physique important, le corps se remet plus rapidement. Par ailleurs, il semblerait que ces bains ralentissent durablement la fréquence cardiaque au repos. Et on peut imaginer que lorsque le pouls est plus lent, notre seuil de tolérance au stress augmente. L'une des meilleures façons de diminuer le stress consiste simplement à faire de l'exercice en pleine nature. Du point de vue de l'évolution, c'est le rôle du cortisol, l'hormone du stress. Le corps le sécrète pour nous préparer à un effort physique intense. Il est clair que notre physiologie est parfaitement adaptée à la course de fond. C'est peut-être pour cette raison que beaucoup de gens dans le monde font du jogging tous les jours, ou que les marathons de Berlin ou de Boston attirent des dizaines de milliers de personnes. C'est inscrit profondément dans nos gènes. Nous sommes faits pour courir sur de longues distances. Nous avons de bons yeux, un gros cerveau, mais nous sommes aussi de bons coureurs de fond. Notre mode de vie n'est plus adapté à ces données biologiques, parce que le stress ne vient plus des prédateurs, mais du chef de bureau. Je suis zen. Ça peut aider contre la dépression? C'est sûr et certain. Mince. Bon, on a beaucoup de lacs à Berlin. Voilà, je suis assez soignée. Je l'ai fait. Je me sens mieux, sereine, plus calme qu'avant. Les 20 premières secondes étaient vraiment dures, et après ça allait. Il faut surmonter la panique qui te prend quand tu entres dans l'eau froide. Et à partir de là, ça va. La plupart des gens ne peuvent pas se baigner dans un lac tôt le matin. Mais une douche froide, c'est déjà pas mal. Et de temps en temps, on peut faire une petite virée dans la nature en fin de semaine. Oui. En pleine nature, c'est plus chouette. Je suis réveillée. Normalement, à cette heure-ci, je suis encore debout. Même pas encore couchée. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de cette folie? J'étais une épave.
Quand je suis arrivé à la quarantaine, j'étais complètement en vrac. À ce moment-là, j'ai plus ou moins essayé de compenser 20 ans de mode de vie rock'n'roll en l'espace de 6 ou 9 mois. Et contre toute attente, ça a super bien fonctionné. Alors je suis resté sur ma lancée, j'ai continué. Tu travaillais dans quoi? J'avais une agence de marketing. J'ai cumulé 230 000 miles la dernière année, avant de m'effondrer complètement. J'étais toujours en voyage de presse, je buvais pas mal, je fumais, et je me nourrissais n'importe comment. Je profitais de la vie, comme on dit. On va hacker mon corps et mon esprit dans ton labo? Mon atelier de savant fou. Ton atelier de savant fou, Dominique. L'Oktoberfest, c'est le contraire du biohacking. En quelques jours, tu réduis à néant les efforts de toute une année. Il y a des gens qui m'ont demandé une séance dans le caisson à oxygène au lendemain de l'Oktoberfest. Il faut en mettre un devant le Berghain. Tu le rentabiliserais tout de suite. Quoi de mieux que de sauter dans l'eau froide d'un lac fin septembre? Mais j'ai compris le principe. Se bouger, dans le froid, en pleine nature. Le genre de choses que personne ne fait de son plein gré. Et pourtant, c'est justement ce dont le chasseur-cueilleur qui est en nous a besoin. Ou alors d'un laboratoire de biohacking comme celui d'Andreas Breitfeld. Tu montes et tu descends. Essaie de garder les coudes près du corps. C'est encore pire. Oui. Ça ne met pas la pression d'avoir le sentiment qu'on peut construire et déterminer soi-même sa santé et son bonheur si on a les bons gadgets? Je crois que ce n'est pas la question. Il faut savoir quel modèle on veut suivre. Si tu penses que de toute façon, tout est déjà prédéterminé, ça va peut-être te conforter dans une attitude passive, voire l'aggraver. Tu resteras vautré dans ton canapé en te disant qu'il n'y a rien à faire. Comme on fait son lit, on se couche. Oui, c'est à peu près ça. L'activité physique est bénéfique parce que quand on est en mouvement, on se concentre sur l'ici et le maintenant. Et vivre dans le présent a toujours un effet positif sur le bien-être. De nombreuses études nous disent que c'est certainement un bon exercice, notamment pour les malades mentaux. La relation entre le bonheur et la santé me fait penser à une étude de l'Université de Manchester sur les fonctions cognitives. Son but était d'identifier les facteurs qui ont une influence sur l'espérance de vie. L'un d'entre eux était le maintien d'une bonne agilité psychique, d'une part, et un rapport à la mobilité physique, d'autre part. Parce que les deux sont corrélés. C'est que l'épigénétique nous a montré depuis plus de 20 ans qu'en fait nos gènes peuvent évoluer aussi. Donc si on a par exemple une vie harmonieuse, si on a une vie saine, si on a un cadre de vie qui est très favorable, eh bien certains gènes peuvent changer, peuvent évoluer. Par exemple les télomènes qui sont les gènes de la longévité de la vie, s'ils sont courts au départ, on a peu de chances de vivre longtemps, mais ils sont d'une grande qualité de vie, nos télomènes vont s'allonger et à ce moment-là on vivra plus longtemps. Donc rien n'est déterminé. Voilà. Très chic, c'est quoi? C'est une cabine infrarouge. C'est un peu comme un sauna. La différence, c'est que ce n'est pas l'air ambiant qui est chauffé, mais seulement notre corps, en quelque sorte. Il faut investir combien de temps par jour dans sa santé pour être bien portant? Moi, j'y consacre 60 à 75 minutes. Pas davantage. J'ai pas le temps. Mais je me suis organisé pour me faciliter la vie. Par exemple, je mange une fois par jour. Une seule fois? Oui. Le repas comme moment partagé, c'est très important. Mais on surestime trop le simple fait de se nourrir. Tu te fies plutôt à tous ces moyens de mesure dont tu disposes ou à ce que tu ressens toi, dans ton corps? Je me fie plutôt à ce que je perçois, mais ça dépend. Je vais te donner un exemple. Je mesure la qualité de mon sommeil avec ce type de bague.
À partir de là, peu importe que le micro-ordinateur qui s'y trouve soit vraiment performant ou pas, quand je la porte, je suis conscient qu'il est important de bien dormir. Donc, indépendamment des données qui vont sortir, ça m'aide à me mettre dans un certain état d'esprit. On va essayer de te détendre un peu. Ça me plaît. Dans le cercueil, là? Oui, dans le cercueil. Ça fonctionne aussi très bien pour les gens qui ne viennent pas de Transylvanie. C'est un caisson à oxygène. J'ai hâte de voir comment tu vas réagir. Une vingtaine de minutes devrait suffire pour te sentir plus reposé. Moi, par exemple, quand je me sens fatigué l'après-midi, je m'installe 2 heures dedans et j'écris mes mails ou autres. C'est hyper efficace. Mais on peut s'en servir aussi pour accélérer la récupération. Bon. C'est comme un vaisseau spatial. On va augmenter la pression environnante. Et en même temps, tu vas respirer de l'oxygène concentré. C'est un truc de dingue. L'un des facteurs les plus aggravants du mal-être dans notre vie quotidienne, c'est tout simplement le manque de sommeil nocturne. On sait qu'en fonction de la personne et de son âge, on a besoin de dormir entre 7 et 9 heures. C'est l'idéal. Le fait de ne pas faire de bonnes nuits de façon chronique peut avoir des conséquences graves, y compris sur le plan psychique. La Terre appelle Ronia. Je suis une Blanche-Neige high-tech. Il faut que je t'envoie ton prince robot pour te réveiller avec un baiser. T'as mis quoi là-dedans? Un mélange pour l'entraînement en altitude. On alterne l'air enrichi et l'air raréfié en oxygène. Et j'ai ajouté un peu de cette lumière spéciale. Et ça sert à quoi? Ça dépend du programme choisi. Là, c'est pour stimuler la sérotonine. Voilà donc les ingrédients pour avoir un corps heureux et en bonne santé. Pour moi, l'idéal serait un alliage entre Hélène Alien et Andreas Breitfeld. Avec Andreas, je pourrais savourer le calme, me calibrer pour être en forme, et puis la nuit, j'irais m'étourdir dans les clubs avec Hélène. Oh, trop bien! Voilà votre petit déjeuner. Le top. Toast à l'avocat, omelette, jus de fruits, café, pain. Tout est là. Ça a l'air super. Merci. Merci beaucoup. C'est génial, non? Trop bien. Oh, j'ai super faim. J'ai pas dîné hier soir. J'avais juste commandé des fruits. T'étais où hier soir? Au Pal, à Hambourg. Enfin, aujourd'hui plutôt. Hier, aujourd'hui. Bon appétit. Oui, et donc, je n'ai mangé que des fruits, alors j'ai faim. Tu vis complètement la nuit? Est-ce que tu mixes tellement qu'il vaut mieux inverser le rythme quotidien? Très souvent, je mixe jusqu'à l'aube. Je vais me coucher quand il commence à faire jour. La plupart du temps, après une nuit aux platines, je suis vidée. Parce que je prends pas de drogue, pas de speed ou de trucs comme ça. Donc je dors environ 2 heures parce que je tombe d'épuisement. Et après, je me réveille parce que la musique résonne encore en moi. Ensuite, je prends la route vers 13 heures. Et là, où que je sois, dans la voiture, je m'étends et je fais une micro-sieste. 10 minutes ou 20 minutes. Ça doit être crevant. Pareil à l'aéroport, je m'étale sur un banc. Mais après avoir dormi 2 heures d'affilée, ça va mieux. Donc je dors, je récupère et je passe aux choses suivantes. Du plaisir, du fun, de l'adrénaline. Je me retrouve au top.
Et le dimanche, quand je rentre à la maison, je redescends complètement. C'est le creux de la vague, parce que mon taux d'hormones baisse. Et je me sens toute vide. Au début, quand j'ai commencé à mixer, il m'arrivait de me mettre à pleurer dans ces moments-là. Oh, je suis tellement seule, c'est horrible. C'est vrai. Et j'ai fini par comprendre que c'était tous les dimanches pareil. Donc je me disais, ça ira mieux demain, ne pleure pas, ferme les yeux et dors. Tu décroches, tu te reposes. Et le lendemain, ça allait effectivement mieux. Le blues du dimanche. Exactement. J'étais encore un peu fatiguée le lundi, mais pas comme avant parce que j'avais compris le truc. Je pense qu'on peut être en bonne santé sans être en phase avec cette société. Et je me demande même parfois si ce n'est pas un signe de bonne santé d'être en décalage avec cette société. Selon le grand sociologue Hartmut Rosa, la dépression est l'une des stratégies les plus efficaces et les plus souvent utilisées pour sortir des méga-tendances sociétales. Décélérer, faire un retour aux sources, ne plus avoir à tenir le coup. L'Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs déclaré que nous étions entrés dans une nouvelle pandémie, celle de la dépression. Une grande partie de notre vie est nécessairement malheureuse. Nous traversons des épreuves sur lesquelles nous n'avons aucune prise. La maladie, la guerre, les privations, le deuil. Autant de phénomènes qui font partie de notre condition humaine et qui ne peuvent absolument pas avoir de rapport avec le bonheur.